Bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir ici au Panthéon, 70 ans après l'entrée de Louis Braille le 22 juin 1952. Nous avons un témoin de l'époque et au nom des 5 co-organisateurs, donc APIDV, AVH, FAF, Voir Ensemble et l'Institut National des Jeunes Aveugles, je suis très heureux de vous accueillir et je vais passer tout de suite la parole au co-chef d'orchestre de cette cérémonie, Éric Orsena. Je vous remercie d'être si nombreux. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Alors on est bien ici, dans cet endroit plutôt intime. Merci beaucoup. Et je suis très ému, très joyeux, très fier d'être avec vous. Et je voudrais passer la parole immédiatement à la maire du 5e arrondissement, qui a juste le bâtiment concurrent, juste de l'autre côté. Juste de l'autre côté, non, mais évidemment dans l'Alliance, on connaît bien, qui va nous parler. Madame la maire, je vous salue. Vous avez noté le féminin, Madame la maire. Bon. Cher maître, vous êtes peut-être en repérage. Non, pardonnez-moi, Alors, il faut bien mettre les choses au clair. Je suis immortel, mais pas éternel. Bon, c'était facile, mais avec Éric Orsena, on ne pouvait pas faire autrement. Donc, cher maître, monsieur le député, chers élus, monsieur le directeur de l'Institut national des jeunes aveugles, monsieur le président de l'APIDV, madame la présidente de la Fédération des aveugles de France, et puis, chers amis, vous l'avez rappelé, monsieur le directeur, il y a 70 ans, jour pour jour, un certain Louis Braille entrait au Panthéon. Et on imagine ce que ça devait être à l'époque, parce que sur toute cette rue Soufflot, dont une loi d'ailleurs venait d'adopter la percée, hein, eh bien vous aviez un cortège d'aveugles qui accompagnait un siècle plus tôt, qui avait accompagné donc la dépouille de Louis Braille. Je suis particulièrement émue qu'on m'ait demandé d'ouvrir cette magnifique journée, parce que ça n'est pas qu'une journée commémorative. Alors bien sûr, l'aventure de Louis Braille, si j'ose dire, elle a commencé dans le 5e arrondissement, parce que vous ne le savez peut-être pas tous, mais je rappelle que le jeune Louis Braille était entré en 1819 à l'Institut royal des jeunes aveugles. Et monsieur le directeur, vous savez que c'est l'ancêtre, évidemment, de l'Institut national des jeunes aveugles, qui est situé un peu plus bas, à l'angle de la rue du Cardinal Lemoine et de la rue des Écoles. Je vous signale au passage que, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de plaque indiquant sur l'immeuble ce lieu tout à fait important. Donc, si vous souhaitez qu'on mette une plaque en témoignage, parce que c'est important de marquer aussi la ville, je suis évidemment à votre disposition. Et c'est là qu'à 16 ans, eh bien, s'inspirant de Valentin Huy et de Charles Barbier de la Serre, Louis Braille va créer cet alphabet totalement révolutionnaire qui est beaucoup plus complet que les systèmes précédents. Et grâce à son invention, je vous apprends rien, mais rappelons-le quand même, les personnes qui sont aveugles ont pu non seulement lire et écrire, mais aussi compter et, chose tout à fait singulière et extraordinaire, lire de la musique. Et aujourd'hui, on n'y fait pas forcément attention, mais les fameux points en relief sont partout autour de nous. Alors, tout à l'heure, j'avais une aparté avec Éric Orsena, parce qu'on dit c'est partout autour de nous. Non, c'est pas forcément presque partout autour de nous. Je voudrais vous raconter juste 2 anecdotes très rapidement. Quand j'ai pris la direction générale de la Villette en 2007, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de Braille. Et que ce parc, qui était le plus grand parc culturel européen, eh bien, quand on arrivait sur le parc, bien sûr, on n'avait pas de parcours d'accessibilité, comme on dit, et je me suis battue pour que ce qu'on appelle sur le parc de la Villette les folies de Tchoumi, qui sont ces petits points rouges, eh bien, quand on arrive métro porte de Pantin, on ait
un accueil qui soit spécifiquement dédié, je vous invite à y aller si vous n'y êtes jamais allé, spécifiquement dédié à toutes les personnes porteuses de handicap, et qu'il y ait un accueil spécifique pour les personnes malvoyantes et non-voyantes, avec un plan en relief en plexiglas, avec des vrais parcours d'accessibilité. Et quand j'ai été élue maire en 2014, quel ne fut pas mon effarement de constater que dans l'espace public et dans une mairie d'arrondissement, rien, je dis bien rien, n'est fait. Moi, j'en veux pas, monsieur le député, aux législateurs, s'il nous impose des règles plus contraignantes. J'ai créé un conseil local du handicap pour que nous fassions des propositions précises et que, à l'échelle de nos établissements qui reçoivent du public, eh bien, on puisse vraiment avancer. Donc, il y a beaucoup à faire. Merci à vous, fédération, association, de faire avancer la cause. Juste un chiffre. Il y a aujourd'hui, m'a-t-on dit, 200 000 aveugles et malvoyants profonds, c'est-à-dire à peu près 10% de la population parisienne, vous imaginez. Et sur ces 10%, vous en avez 15% qui savent utiliser le braille. Donc il y a du chemin à faire et il y a encore beaucoup de domaines qui ne sont pas accessibles. Donc quand on dit vive la liberté, vive l'égalité, vive la fraternité, un des premiers domaines d'application, c'est celui-ci. Merci. Donc, il y a un troisième responsable de la cérémonie, c'est évidemment Pascal Amoyel qui est avec nous, ce grand bonheur, car nous allons commencer en musique et finir en musique. Et c'est Pascal qui va nous présenter le programme, enfin le premier moment musical. Cher Pascal, c'est à toi. Bertrand Bontou et moi-même allons vous interpréter l'absent de Charles Gounod. Au silence des nuits dont la voix seule est douce, quand je n'ai plus sa voix, mystérieux rayon qui glissait sur la mousse dans l'ombre de ces bois. Dites-moi si ces yeux, à l'heure où tout sommeil, se rouvrent doucement, et si ma bien-aimée, alors que moi je veille, se souvient de l'absent, se souvient de l'absent. Quand la lune est aux cieux, baignant de sa lumière les grands bois et l'azur, quand des cloches du soir qu'éteinte la prière vibre un écho si pur, l'écho si pur. Dites-moi si son âme un instant recueillie s'élève avec leur chant, et si de leurs accords la
paisible harmonie lui rappelle l'absent, lui rappelle l'absent. Le soir de Charles Gounod. Poème d'Alphonse de Lamartine. Le soir ramène le silence, assis sur ces rochers déserts. Je suis dans le vague désert, le char de la nuit qui s'avance. Vénus se lève à l'horizon, à mes pieds l'étoile amoureuse. De sa lueur mystérieuse blanchit les tapis de gazon, tout à coup détachés des cieux. Un rayon de l'astre nocturne glissant sur mon front taciturne vient mollement toucher mes yeux. Tout reflet d'un globe de flamme, charmant rayon, que me veux-tu? Viens-tu dans mon sein abattu porter la lumière à mon âme? Descends-tu pour me révéler des mondes le divin mystère, ces secrets cachés dans la sphère où le jour va te rappeler? Viens-tu dévoiler l'avenir au cœur fatigué qui t'implore?
tu l'aurore du jour qui ne doit pas finir. C'est un peu scandaleux de parler après la musique. Je voulais juste vous dire en 3 mots que quand, à la suite de manigance, dont je vous passerai les détails, j'ai réussi à être élu à l'Académie française, je me suis rendu compte que j'allais occuper le siège de 2 chevaliers du visible. Le premier, à qui je succédais directement, c'était le commandant Cousteau. Et je me souviens, quand j'étais petit, j'avais vu Son monde du silence. En tant que navigateur, petit navigateur, je ne connaissais de l'océan que la surface. Il nous a montré que sous la surface, il y avait toute une vie et même que cette vie, c'était l'origine de la vie même. Premier chevalier qui avait accru le visible. Et le deuxième, c'est Pasteur. On connaissait les conséquences des maladies infectieuses, mais on ne connaissait pas le serial killer. On ne connaissait pas cet univers formidable des petits animaux qu'on a plus tard, grâce à Littré, appelé microbes, qui infestaient notre vie, mais en même temps permettaient la vie même. 2 chevaliers qui ont permis d'accroître le visible. Et 3e expérience, une mission m'avait été confiée par le président de la République d'accroître les temps d'ouverture des bibliothèques et des médiathèques, accroître la lecture. Et vous savez bien que l'un des chemins privilégiés pour accroître le savoir et accroître la liberté, c'est la lecture. Alors, quel plus beau cadeau de donner à lire, de donner à voir pour donner à lire. Et puisque les yeux ne pouvaient pas, il fallait chercher d'autres alliés. L'autre allié, c'était les mains et les doigts. Et ils avaient fait leur preuve. Et on revient à la musique. Parce que comment naît la musique? Bien sûr la voix, mais aussi la main et les doigts. Et pour une raison que j'ai comprise assez récemment, c'est que la lecture, comme la musique, est aussi une caresse. Et donc, quand j'entends ce que vous venez de dire, Madame la maire, que si peu de gens connaissent le braille, ça me rappelle une autre découverte que j'ai faite récemment, il y a 15 jours, que la plupart des enfants des quartiers, comme on dit, du nord de Marseille, ne savent pas nager. Alors, les gens dont je parle sont des chevaliers du visible, mais tous, ici, les élus, et puis les associations, vous êtes les chevaliers du possible. Donc c'est ça ce qui me frappe le plus. Être politique, être associatif, c'est pas mettre sa signature sur l'air du temps, c'est faire que ça change.
Et c'est cette ambition-là, absolument magnifique, que je vois en face de moi et qui, je dois dire, me bouleverse. Donc je serai à mon tout petit niveau, évidemment, votre allié. Et je reviens à ce petit personnage, 12 ans, l'ambition à 12 ans de dire « j'arriverai à lire ». Et qui, 4-5 ans après, trouve le moyen. Un moyen qui est à la fois extrêmement simple et qui nous relie à la plus actuelle des modernités. Une feuille de papier, un clou et un trou, un code. On sait que l'informatique, le numérique, c'est des codes. Donc l'articulation entre le plus simple, le plus ancien et les capacités que ça donne, ça nous oblige à avancer dans le possible. Et qu'on soit ici, dans ce lieu qui célèbre le passé comme un des grands moments où le possible va avancer, je pense que ça serait une bonne nouvelle dans un monde qui en manque quelque peu. Je vous remercie infiniment de m'avoir accueilli. Comme vous avez compris, je suis des vôtres. Comme vous l'avez deviné, je suis fou de musique. Donc, je ferme ma gueule et place à Pascal. Avec Emmanuel Bertrand, nous allons vous interpréter la Sicilienne de la compositrice non-voyante Maria Theresia von Paradis.
Il s'agit de la compositrice née en 1759 et morte en 1824, compositrice non-voyante extraordinaire, Maria Theresia von Paradis. Merci beaucoup. Nous allons à présent vous présenter 5 lectures en braille, 3 élèves de l'INJA et 2 adultes. Nous allons commencer avec 2 extraits lus par Emilia et Valentin de l'ouvrage « L'enfant de la nuit » de Margaret Davidson. Emilia a 14 ans, elle est en 5e. Elle va vous lire en braille intégral papier. Valentin a 13 ans, il est en 5e. Il va lire en braille numérique intégral. Ensuite, nous aurons Valentine qui va lire en braille abrégé papier une lettre de Louis Braille. Valentine a 11 ans, c'est exactement l'âge qu'avait Gilbert Hurès qui est dans l'Assemblée et qui était élève de l'INJA en 1952, qui a veillé Louis Braille avant qu'il vienne ici au Panthéon il y a exactement 70 ans. Si M. Hurès peut venir pour seconder Valentine au moment de sa lecture, nous en serons heureux, mais sinon le lien sera fait au sein de cette nef et donc nous communierons entre 1952 et 2012. Par ces 3 lectures, nous avons voulu vous montrer en quoi la diversité du braille, le papier, le numérique, l'abrégé, l'intégral, la diversité de la lecture. Ensuite, Hervé Rial lira un extrait d'un ouvrage, La Passion de la Fraternité, d'un certain Éric Orsena. Et puis, Mohamed Azouz nous lira un poème en arabe qui traite de Louis Braille. Et là, Éric, on a voulu démontrer à quel point le code Braille était universel, puisqu'il est capable de transcrire une langue non alphabétique, mais aussi les langues des immortels que nous ne comprenons pas toujours. Donc je laisse la parole et la lecture à Emilia. À toi. Des lettres en relief et des lettres en creux, des lettres en pierre, en ficelle, en cire ou en bois. Quelqu'un avait même fait un alphabet avec des points d'aiguille. Louis apprit que la bibliothèque de l'école contenait en tout et pour tout 14 livres. 14. La raison en était que chaque livre devait être transcrit à la main. Les livres étaient lourds, rigides et difficiles à classer. Chaque lettre devait avoir au moins 7 cm de haut pour que les doigts des aveugles puissent les distinguer. Il n'y avait donc que peu de mots par page. Louis se rendit compte qu'il n'y aurait jamais que très peu de livres accessibles aux aveugles. Il fallait trouver une autre méthode. Il devait bien y en avoir une. Louis Braille, L'enfant de la nuit, écrit par Margaret Davidson, 2014. Merci. Il passa ses doigts sur son alphabet. C'était tellement simple. Louis Braille, qui avait alors 15 ans, aurait voulu rire et chanter et crier et pleurer. Toutes les lettres de l'alphabet étaient transcrites sur 6 points, 10 différents. C'était là tout. Il savait que les gens qui voyaient n'y prêteraient aucune attention. Ce n'était pas d'ailleurs là le but de la méthode. Elle devait être sentie rapidement, facilement, et cela était devenu possible. Louis Braille, L'enfant de la nuit, de Margarita Davidson. Merci. Gilbert. Chamalières, le 11 octobre 1844. Monsieur, pendant le mois de septembre, j'aimais à correspondre avec mes joyeux amis du boulevard, parce qu'alors, le soleil qui fait mûrir les raisins me faisait oublier les pensées tristes qui me préoccupaient il y a quelques mois. Mais aujourd'hui, l'approche de la mauvaise saison et le nouvel ordre de choses qui va commencer pour moi à Paris sont des sujets de réflexion qui rembrunissent mon horizon et rallient mes sentiments autour de vous et de mademoiselle votre sœur,
que j'ai toujours trouvée dans mes moments pénibles, plus encore qu'au temps de la prospérité. Je ne vous parle pas de ma santé, parce que je crains que les améliorations remarquables qu'elle a obtenues ne veuillent pas m'accompagner au-delà du pont d'Orléans. Au reste, ce mieux ne tient qu'à un fil, et comme je disais souvent, c'est l'écorce et non l'arbre lui-même qui est devenu meilleur. Pardonnez, monsieur, ce mélange d'idées gaies et tristes qui déplairait à tout autre qu'à vous, mais si je vous afflige par de semblables détails, je pense que vous serez satisfait de ce qu'il me reste à vous dire de mon séjour dans ce pays. Nous faisons des duos et des trios de piano, chant ou violoncelle qui électrisent le voisinage. Nous nous contentons de ce public modeste et j'ai refusé absolument toute réunion musicale à Clermont. Ne croyez pas cependant que je fais de la musique toute la journée. Nous ne nous en occupons que quand il fait mauvais temps, ce qui était fort rare en septembre. Mais à présent, le froid pénètre dans notre ermitage et la pluie me consigne souvent dans ma jolie petite chambre où néanmoins le temps passe vite parce que je suis entourée de soins, d'égards et, j'ose le dire, d'affection. Veuillez agréer, monsieur, l'hommage du respect et de l'attachement que toute la famille et moi nous offrons à vous et à mademoiselle votre sœur, votre affectionné élève, Braille. Merci. Louis Braille serait fier de vous. Je vous mets au défi de lire aussi bien et aussi vite qu'eux. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai été là déjà en 1952 et aujourd'hui d'entendre nos successeurs, si on peut dire, les jeunes, tous les jeunes qui ont lu le Braille, je suis ravi de les entendre lire aussi bien le Braille. Et je voudrais leur dire que nous, notre génération, nous sommes pour eux leur histoire. On les a précédés. Maintenant, à eux d'être notre avenir. Voilà, merci. Monsieur Rial. Je vais vous lire un extrait d'un certain Éric Orsena, qui est d'actualité, qui s'appelle « Fraternité », c'est le chapitre 44 de ce livre. La vie de Beethoven peut se raconter du point de vue de toutes les fraternités. Sa vie abonde en frères et sœurs. Sa première fraternité, le cadeau pour lui empoisonné du royaume de l'enfance, lui collera au basque son existence entière. Avec son neveu Karl, il boira cette malédiction jusqu'à la lie. La deuxième fraternité, celle de l'amitié, sera le port de sa vie, le socle, le repos, la certitude malgré les brouilles ou renforcée par elle, le lieu du monde où l'on vient se réparer des tempêtes, où l'on repuise des énergies pour repartir vers de nouveaux horizons. La troisième fraternité, celle des livres, ne quittera pas non plus cet autodidacte, lecteur forcené. En Prométhée, Ulysse, Hamlet ou Werther, il aura trouvé des compagnons aussi réels que ceux des chairs de sang et souvent plus fidèles, car moins sensibles aux mouvements d'humeur. Au quatrième royaume, il avait cru. Frère d'armes des révolutionnaires, il serait volontiers devenu l'un d'entre eux. Si le mot fraternité n'est pas explicitement mentionné dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789, l'idée dérive directement du principe d'égalité proclamé dès l'article 1. Les hommes naissent et demeurent égaux en droit. Fraternité va devenir le refrain révolutionnaire. Salut et fraternité, se lancent les citoyens lorsqu'ils se rencontrent. Le 14 juillet 1790, à la fête de la Fédération, Lafayette prête un serment solennel.
nous jurons de demeurer unis à tous les Français par les liens indissolubles de la fraternité. La fraternité, ferment de la nation, raison pour laquelle il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la Révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens et les attacher à la Constitution, à la patrie et aux lois. C'est la Constitution du 3 septembre 1791. Actualité, lorsque disparaît le vrai fondement, celui de la fraternité, la démocratie tangue, les élections ne donnent plus de légitimité. La terreur d'abord, puis la trahison l'ont dégoûté des grands élans collectifs. Décidément, la France n'était plus qu'un peuple d'agités, écervelés, et ses gouvernants qu'une suite d'outres gonflés d'orgueil et d'avidité. Restait l'humanité, le 5e royaume de la fraternité. Il s'y plongera dans la fièvre, car c'est là, et là seulement, que se tenait l'espérance. Choisir une telle optique planétaire empêche la déception. Impossible à cette époque de repérer les mesquineries des hommes. Du coup, on ne voit que leurs rêves. Et la musique, n'est-ce pas le 6e royaume, ou le premier, en tout cas le principal, dont ceux pour malédiction, et je le suis, qui ne sont pas musiciens? Cette infirmité ressentie comme un rejet, un exil à jamais, une interdiction de terre promise. On reste au dehors, à tendre l'oreille, à considérer, désolé, ses 10 doigts, incapables de rien jouer. Dès la première note, les musiciens se reconnaissent. Ils savent qu'ils sont de la même confrérie, et nous, les exclus, ne pouvons que les regarder s'embrasser, et qu'importe si par la suite la jalousie les déchirera. Ils sont d'un autre monde, aristocrates dont aucune nuit du 4 août n'aura aboli les privilèges. D'exprimer la fraternité, personne n'en eut plus le génie que Beethoven. Pour réveiller les foules et faire monter en elles la magie trouble de l'unisson, aucune autre musique, aucune autre symphonie, mieux que sa 9e, n'en eurent le pouvoir. Mais derrière sa capacité quasi militaire de mobilisation, si son œuvre touche à l'âme, c'est qu'il fut en nous le frère. Frère, il le fut, tant de gens et toute sa vie. Emporté, maladroit, mal léché, désordonné, aussi fort, plus fort et plus courageux qu'aucun d'eux ne le fut jamais, mais aussi plus fragile, plus à vif, car plus vivant. Je vous remercie. Bonsoir. Je vais vous lire au fait un conte dont le principal enseignement est que Louis Braille est non seulement l'inventeur de cette écriture, mais surtout le sauveur des aveugles, des non-voyants, des handicapés visuels. Au fait, c'est comme vous voulez. Le conte est en arabe. J'espère que certains d'entre vous la comprennent. Autrement, je sais qu'en ligne, beaucoup de ceux qui vont suivre la cérémonie parlent ou comprennent la langue arabe. كان سؤال الامتحان يومها عن الحاسة التي تفضل فقدها من بين جميع الحواس إن اقتضى الأمر ذلك. لكن الفتى آثر أن يجيب عن الحاسة الوحيدة التي لا يريد فقدها أبداً، البصر. فمضت الأيام بعد ذلك سريعة أحياناً وبطيئة أحياناً أخرى، ونسي الفتى ما كان من الامتحان إن سؤالاً وإن جوابا، حتى باغته القدر يوماً فضرب ضربته، وفقد الفتى بصره. ما كان دونه سوى الانغماس في ديجور الظلام، وضاقت عليه الدنيا بما رحبت، وخيمت على سماء حياته الغيوم والإحباط والألم. غير أن القدر ما لبث أن عاد من جديد، ولكن هذه المرة
ليمسح عن رأسه بيد الرحمة والحنان. لقد نما إلى سمعه أن هناك مدرسة تقوم بتعليم المكفوفين، ولقد تعجب بدءا من الأمر أيما تعجب، لكنه سرعان ما التحق بها، حيث تعلم طريقة براي التي لزمته ولزمها على طول الطريق. جلس الفتى في غرفته يوما وجعل يتأمل، حتى خيل له أنه يسمع صوت جده الأبعد الذي عاش في القرن 18 وقد كان أعمى. كان يصيح بأعلى صوته مخاطبا لويس براي: لما لم تولد قبلي يا لويس براي؟ لما؟ فقد كانت أيامي شاقة وحياتي حزينة، حبيسا بين الجدران أو بين جدران الوحدة والأسى، إذ لم يتيسر لي قط أن أقرأ كتابا أو أكتب حرفا. نظر الفتى وقد استفاق من غفوته، إذ الحجرة زاخرة بالأوراق والكتب والمجلات، بل وحتى علب الأدوية كانت مكتوبة بالنقاط البارزة. أدرك حينها أن الدهر قد قضى على من عاش قبل لويس براي بحياة الألم، وأذن لمن جاء بعده بحياة الأمل. لقد كان المسيح عليه السلام يبرئ الأكمه بأن يرد إلى العميان بصرهم. أما أنت يا لويس براي فإنك وإن لم ترد علي بصري فقد بذرت تحت أقدام ملايين البذور النور والأمل. سألني ابني عنك يوما: من لويس براي هذا؟ أكان أستاذا أم طبيبا أو مخترعا كبيرا؟ أجبته باختصار: لقد كان لويس براي كل أولئك مجتمعين. فلتعلم يا لويس براي إنك سوف تعيش في قلوبنا عيشا مؤبدا، سوف تعيش ذكرى ناصعة وروحا خالدة وشجرة متفرعة راسخة تعطي أكلها كل حين. شكرا. Merci à vous tous. Je tiens à votre disposition un ou deux exemplaires de la traduction si vous le souhaitez, en braille. Merci beaucoup. Retour à la musique. Bonjour, je m'appelle Alexandra Bartel, je suis professeure de piano à l'Institut national des jeunes aveugles. Et aujourd'hui, avec les chanteurs formidables de compagnie I Giacosi, Lira Mila et Sergio Galvin, nous allons interpréter une scène de l'opéra Pagliacci de Leoncavallo. To
allor perché di tu m'hai stregato, se vuoi lasciarmi senza pietà, quel bacio tu perché me l'hai dato, fra spasmi ardenti di volutà. Se tu scordasti l'ore fugaci, io non lo posso e fare ancor quei spasmi ardenti, quei caldi baci che tanta febbre m'han messo in cor. Nulla sconosco, molto tremata, ma questo amor che nel guardo ti sfavilla, viver voglio affascinata, una vita d'amor calma e tranquilla. Tu mi dono su me solo in terra, abbandono e Bravo, bravo, bravo. Et maintenant, le chanteur bien connu Thierry Lhermitte va vous interpréter des extraits de l'opéra mondialement célèbre qui s'appelle Les mains de Louis Braille, le formidable livre d'Hélène Jousse. La salle est comble. Les parents de Louis sont arrivés la veille et ont été autorisés par le directeur, M. Pignet, à dormir à l'Institut.
Madame Braille s'est acheté une nouvelle robe pour l'occasion. Louis ne la verra pas, mais elle le lui dira. Elle veut être à la hauteur du succès de son enfant. Aujourd'hui, elle sera la mère de Louis Braille exclusivement. Son fils a réussi à atteindre son rêve. Il a inventé ce qui manquait à sa vie. Elle y a toujours cru, dira-t-elle. Pourtant, elle avait eu peur parfois pour lui, une peur à la mesure des espoirs de Louis. Elle le revoit sur les marches du perron, trouer des bouts de papier, presque en transe. Et là, elle avait osé l'envisager. Et s'il n'y arrivait pas? De frayeur, elle avait immédiatement repoussé très loin cette horrible perspective. Pourquoi, justement, aujourd'hui, jour victorieux, s'en souvenir? Pourquoi son ventre se tord-il ainsi? Tout est déjà gagné. Il a trouvé. Alors, elle regarde son mari près d'elle, debout, un peu raide, dans son costume, anxieux comme elle. Bizarrement, elle en est rassurée. Si son mari tremble aussi, alors tout va bien. Ils sont juste deux pauvres parents, semblables à tous les parents. Le directeur prend la parole, visiblement ému lui aussi. Il explique qu'avant la traditionnelle remise des prix, le public, rassemblé aujourd'hui, va assister à la démonstration d'un nouveau procédé d'écriture et de lecture dont il leur parlera ensuite. Très sobre, il n'en dit pas davantage et fait piocher à un enfant dans un chapeau 2 papiers pour désigner 2 élèves parmi tous les pensionnaires. L'un sort de la salle, l'autre s'assied face au public, derrière la table disposée sur l'estrade. Le directeur montre la réglette et le poinçon qui vont servir à l'élève pour écrire. Il donne à l'un des parents de l'assistance le recueil de poésie « Les Méditations » de Lamartine, afin qu'il choisisse un poème et le dicte à l'enfant de l'estrade. Le monsieur désigné se racle la gorge, puis commence à lire. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, il laisse entre chaque phrase le temps à l'enfant de finir de poinçonner. Le bon père de famille comprend, lorsque le poinçon se tait, que l'enfant a terminé d'écrire la phrase. Alors il reprend. L'assistance semble happée par cette mécanique à 2 temps. Les spectateurs sont subjugués d'entendre quelqu'un écrire. Lorsque le poème est fini, Pignet brandit pour le public, qui n'y voit qu'une feuille blanche, la dictée, faite de petits trous dans du papier. Il fait alors entrer la jeune fille qui a été tirée au sort pour lire. Monsieur et Madame Braille, qui ne sont plus des parents, parmi d'autres parents, peinent à respirer. C'est pour eux une véritable épreuve. Tout le monde semble suspendu aux lèvres de la fille, assise, derrière la table, les doigts posés sur la page. Louis est dans une immobilité de pierre. Avec Pignet, ils ont pris un risque démesuré en décidant d'un tirage au sort. Certes, depuis plusieurs mois, tous les enfants du pensionnat s'exercent au braille, mais tous ne le maîtrisent pas aussi bien. Si l'élève a mal piqué ses points, la lectrice, même experte, ne pourra jamais déchiffrer correctement. Pour l'instant, elle reste sans voix. Elle est pétrifiée et semble incapable d'ouvrir la bouche pour entamer la lecture. Lorsque les spectateurs entendent enfin la voix pure et timide commencer, ils reconnaissent le poème qu'ils viennent d'entendre et les sourires de soulagement sont sur tous les visages. La poitrine de Louis se desserre un peu. La voix s'affirme et se pose. L'enfant lit le poème, presque au rythme où il a été dicté. L'étonnement est dans tous les regards qui se concentrent tantôt sur le visage de la jeune fille, tantôt sur ses doigts, qui parcourent des lignes invisibles. Louis n'écoute plus le texte, il n'entend que la voix. C'est la voix du bonheur, celui de Louis, celui de tous les aveugles rassemblés au premier rang. Quand la jeune fille entame le dernier vers, une larme glisse sur son œil, couleur de lune. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Alors, au silence du recueillement succèdent des salves d'applaudissements et des cris des élèves. L'assemblée déchaînée se lève. Tous les gens bien mis abandonnent leur retenue. Pignet s'avance pour parler, mais doit attendre un moment qu'il se refuse d'écourter. Il s'apprête à expliquer le procédé de Louis, comme il a été convenu entre eux.
Mais des rangs surgit une rumeur dont le sens, bientôt perceptible, ne peut plus échapper à personne. Louis Braille est ovationné. Ses camarades scandent son nom pour le faire monter près du directeur. L'anonymat, voulu par Pignet et Louis, est bafoué par tous les enfants qui continuent à crier « Vive Braille! Vive Braille !» On ne pourra pas les arrêter, pense Pignet. Il décide alors d'aller chercher Louis, qu'il ramène sur l'estrade pour le présenter au public. Debout, immobile, les bras ballants, Louis est incapable de prononcer un seul mot. Il reste figé, en silence, prostré et heureux. Il tient, blotti dans sa main, un poinçon. Il l'aurait utilisé lui-même si l'élève n'avait réussi à écrire. Il avait pris cette précaution. Il serre le poing sur cet étrange crayon au creux de sa paume et il se souvient. C'est un même poinçon qui le rendit aveugle, enfant, voulant faire l'homme dans l'atelier paternel. Monsieur et Madame Braille regardent leur fils, aujourd'hui devenu un homme. Merci. Je voudrais vous dire que je connaissais très bien cette histoire parce que j'ai lu un scénario il y a une vingtaine d'années qu'on m'avait proposé de produire sur l'histoire de Louis Braille, qui mériterait vraiment un film. Malheureusement, à l'époque, je n'ai pas pu le faire. J'espère que d'autres le feront depuis parce que c'est voilà, un géant de l'humanité qui a apporté quelque chose d'énorme à toute une partie de la population et qui continue à accéder à la connaissance grâce à lui. Donc j'espère que ce film se fera un jour. Merci. Merci Thierry. Merci Thierry. Et maintenant, Vincent Vinel au piano. Le piano vous attend. Please close your eyes until the end of this song. See how long you laughed till time comes back again. Someone closed my storybook just before I fell asleep. Someone loving me who's looking for a way. First page missing from my scar. Please tell the one to turn it off. Just tell the one that I never saw. Don't wanna be an orphan. I wasn't born yesterday. There's a tune in my hourglass. I never traveled without my shame. I still can tie my shoes, you know. I forgive you, Mama. Do you believe people laughing on the way was gonna let me down? Have I lived this before? So did you believe that my tears would fade away, resting on my keyboard? I don't really wanna go. A first page missing from my scar. Please say the one to turn it off. Just say the one that I never saw. Don't wanna be an orphan. I wasn't born yesterday. There's a tune in my hourglass. I never
never traveled without my shame. I stick and tie my shoes, you know. I forgive you that toxicity, but one wants to young locked oxygen. Their word after effect. Open your eyes, you never see when. The nowadays my hobby just fits in a binder, so I'm running in my maze. Hey, please can I get my set back before the curtain falls? And then on the show, on my show. Page missing from my scar. My hood and two are my parents. Don't wanna be an orphan. First page missing from my scar. Merci, formidable. C'était dur de rester immobile. D'ailleurs, je ne suis pas resté immobile. Et alors maintenant, Maria Doyle. Alors franchement, j'ai fait un certain nombre de livres dans ma vie, mais jamais j'aurais pensé écrire la biographie d'une finaliste de The Voice. Jamais. Et j'en suis au tome 4, il reste 8 tomes. Car la vie de cette Maria est extraordinaire. De vaillance, de créativité, de générosité, de brillance, vous allez voir. Elle est absolument inouïe et en plus d'improbable. Comment une Irlandaise se retrouve dans la banlieue de Lunéville? Eh bien, elle va vous donner peut-être la réponse ou peut-être pas du tout. C'est moi qui lui donnerai la réponse. La voici, la voilà, Maria Doyle. Oui. Ah ouais, voilà, c'est bien. Excusez-moi. Voilà les escaliers. Alors, comment une Irlandaise se trouve ici, en France, et dans un petit village à Chanteux? Mais justement, c'est à cause de mon mari. Et je suis venue et j'ai eu 7 enfants. Et je suis extrêmement émue d'être ici aujourd'hui pour célébrer Louis Braille. Moi-même, je suis devenue aveugle à l'âge de 9 ans. Et aujourd'hui, je veux rendre hommage à Louis Braille en chantant la chanson qui m'a sauvée, en fait. Et c'est Ave Maria. Et je vais le faire a cappella, mais avec l'émotion, je voulais demander à Pascal s'il pouvait me donner le La sur le piano pour commencer. Le La. Elle est où le piano? Merci. Merci beaucoup. Vous avez vu quel artiste c'est? Le toucher de notes.
Merci beaucoup. Merci infiniment. Avant d'entamer la clôture de cette cérémonie, à l'issue des 2 discours qui vont prononcer la fin de la cérémonie, je demanderai à Monsieur le député, à Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les présidents des associations et tous les représentants qui ont été désignés, d'accompagner Monsieur le ministre dans la crypte pour rendre un hommage à Louis Braille sur sa sépulture, pendant que le public pourra profiter d'un dernier morceau de la garde républicaine. Et pour cela, la garde républicaine nous a fait un cadeau, car comme Gilbert Hurès est venu ici nous témoigner du 22 juin 1952, la garde républicaine a retrouvé les morceaux qu'elle avait interprétés ce jour-là, et elle revient ici dans la même composition pour nous interpréter les morceaux du 22 juin 52 qui avaient accompagné Louis Braille dans sa demeure au Panthéon. Je vais demander à Monsieur Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris, et à notre ministre, Monsieur Damien Abad, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, de bien vouloir venir prononcer les discours de clôture de la cérémonie. Et comme il n'y aura pas de clôture, quand, à la suite de la cérémonie, en quittant le Panthéon, vous pourrez saluer une très très belle sculpture d'Hélène Zous qui est là, avec une sorte de visage qui sort d'un ruban comme ça, qui est la formidable allégorie de l'humanité qui toujours invente. Monsieur le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, cher Damien Abad, monsieur le député, Madame la maire du 5e, elle était là toute l'après-midi, mais elle a dû nous quitter avec un engagement, mais je souhaitais la saluer. Mon très cher collègue Jacques Galvani, membre de l'exécutif parisien, cher Éric Orsena, cher Thierry Lhermitte, mesdames et messieurs les présidents ou représentants d'associations, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, chers amis. C'est un honneur pour moi d'être à vos côtés aujourd'hui pour rendre hommage à Louis Braille 70 ans après son entrée au Panthéon. Pour comprendre comment Louis Braille a changé le monde, on peut se référer aux mots d'Hélène Keller, cette autrice et militante américaine sourde-aveugle, qui disait « Les personnes aveugles sont autant redevables à Louis Braille que l'humanité à Gutenberg. Peut-être même que l'humanité est redevable à Louis Braille. » Je le dis avec émotion, puisque les hasards de la vie sont ainsi faits que le premier livre que j'ai lu, j'avais 7 ans, c'est, beaucoup d'entre vous le connaissent, le livre « La légende d'Hélène Keller » de Lorena Hickok, qui est un livre qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance, que j'ai eu le plaisir de faire lire à mes enfants, qui est, je trouve, un très bon moyen d'éveiller les enfants à ces situations parfois difficiles et rendues plus faciles, y compris par les merveilles que des hommes comme Louis Braille ont pu permettre. Louis Braille fait partie de ces personnes rares et sublimes dans l'histoire qui ouvrent une brèche dans le cours des choses pour créer un avant et un après. Car oui, il y a un avant et un après Louis Braille. Sa vie et le combat qu'il a mené ont changé la vie des personnes aveugles. Né au début du 19e siècle en Seine-et-Marne, Louis Braille perd la vue à 3 ans. En échange, il gagne une soif insatiable d'apprendre, qui pousse ses parents à l'envoyer à Paris pour son instruction. Il rejoint ainsi l'Institution royale des jeunes aveugles, institution qui est d'ailleurs en partie à l'initiative de cette journée d'hommage et dont je tiens à saluer très chaleureusement l'action. C'est là-bas qu'il apprend à lire grâce aux lettres gaufrées de Valentin Aoui. C'est peut-être ce passage de vie auquel nous devrions rendre hommage aujourd'hui particulièrement, ce moment où Louis Braille apprend à lire. Apprendre à lire pour tout humain, pour tout enfant, fait partie des joies de l'existence, ce temps à soi où l'on s'arme pour l'intelligence, où l'on met un pied dans ce paradis des mots, de la connaissance et plus simplement du langage. C'est de là que naît le combat de Louis Braille, permettre à tout le monde de lire et de connaître ce bonheur unique qu'est la lecture. Pourtant, personne ne le prend alors tout à fait au sérieux. Il entame donc seul la mise au point de son alphabet qu'il achèvera en 1825. Grâce à son système, le système Braille, il sera désormais possible de lire et d'écrire à l'aide d'un poinçon et d'une tablette. Aujourd'hui encore, c'est ce système ingénieux qui permet
aux personnes aveugles ou malvoyantes d'accéder à la lecture et à l'écriture, mais aussi à la musique et à la culture. Et j'ai trouvé, je veux lui rendre hommage particulièrement, que la résonance d'un poème de langue arabe sur la base de l'alphabet braille dans ce lieu très symbolique de la République était à ce titre une très belle illustration de la richesse que nous permet aujourd'hui Louis Braille. C'est ainsi que nous parvenons à communiquer, à vivre ensemble en société. Voilà l'invention de Louis Braille, offrir à tout le monde la possibilité de communiquer et de nous lier les uns aux autres. Aujourd'hui, alors que nous célébrons les 70 ans de cette panthéonisation, prenons le temps de rendre hommage à cet homme illustre. À Paris, nous lui avons donné toute sa place dans nos rues. Nous avons une rue Louis Braille dans le 12e arrondissement, mais aussi cette plaque dans l'immeuble du 5e arrondissement où se trouvait auparavant l'Institut pour jeunes aveugles, ce lieu de naissance du système Braille. J'ai également connaissance de la mobilisation pour que la station Duroc, au pied de l'actuel Institut national des jeunes aveugles, soit renommée Duroc Louis Braille, et je veux vous dire ici notre soutien plein et entier à ce projet mémorial. Mais les symboles, si importants soient-ils, ne font pas une politique. C'est pourquoi nous devons regarder le chemin parcouru en termes de progrès concrets. À Paris, comme dans de très nombreuses villes, nous essayons de faire le choix de mettre en avant de façon très volontariste nos politiques d'accessibilité, c'est-à-dire prendre en compte les handicaps dans l'ensemble de nos projets pour permettre à chacune, à chacun de pouvoir se déplacer, faire du sport, se promener, accéder aux services du quotidien, à la culture, se loger. Nous essayons de rendre les services plus accessibles et je sais l'engagement de tous les pouvoirs publics en la matière, que ce soit des autres collectivités territoriales ou de l'État. Je pense notamment à des projets qui sont, je le sais, pas à la hauteur de ce que nous devons collectivement faire, mais qui illustrent l'ambition qui est collectivement la nôtre. Mettre en place une mairie à accessibilité augmentée dans le 13e arrondissement, avec un dispositif de guidage audio et visuel par smartphone. Nous devons aller plus loin dans l'accessibilité de nos sites, Internet en général, et notamment celui de l'ensemble des administrations publiques pour permettre un accès à la citoyenneté, pour avoir accès aux informations de la vie de tous les jours de façon plus efficace. Nous essayons aussi de permettre à chacune et chacun de mieux se préparer dans la ville. C'est pourquoi nous soutenons les associations de chiens guides, je pense évidemment à celle du Bois de Vincennes, mais aussi les chiens d'assistance et les chiens en formation. C'est aussi l'ambition de nos quartiers d'accessibilité augmentés, dont notamment Jacques Galvani a la charge à la ville de Paris. Dans chaque arrondissement, nous voulons valoriser un quartier en particulier pour renforcer l'accessibilité dans son ensemble, bien au-delà de ce que prévoit la loi, en travail étroit avec les associations, en travail étroit avec les institutions qui concourent à cela, en particulier celles du secteur de la recherche qui permettent de tester des innovations. Nous essayons aussi de mettre la culture et notre histoire en partage. C'est le cas par exemple du musée Carnavalet qui a réouvert l'année dernière après de gros travaux pour être davantage accessible. Désormais, des fauteuils roulants peuvent être prêtés, des visites en LSF animées par un guide sourd sont proposées, des ateliers sont adaptés aux différentes situations de handicap, notamment avec des ateliers tactiles. C'est aussi le cas de nos bibliothèques, comme de nombreuses bibliothèques de France, qui proposent un large choix de livres accessibles. Je sais par ailleurs que ce sujet est l'une des préoccupations majeures des associations, des personnes aveugles ou malvoyantes. Il nous faut avancer sur la généralisation du livre accessible. Vous pouvez compter sur nous. Plus globalement, nous devons progresser pour mieux partager l'art, car l'art vit s'il est partagé. L'accès à l'art est un droit fondamental et il nous appartient à tous. C'est pourquoi il faut que le cinéma et le théâtre progressent aussi dans l'audiodescription à Paris et partout ailleurs pour être le plus largement accessible. Et puis, il est un combat que nous devons poursuivre sans relâche. À Paris, partout en France et évidemment partout dans le monde, c'est celui de la perception, celui de la relation aux autres et de la familiarité avec le handicap qui doit nous permettre de mieux le faire accepter par la société. Les Jeux paralympiques de 2024 à Paris sont pour cela un moment charnière pour que le regard change et nous souhaitons puissamment utiliser cet événement pour y contribuer. Pour cela, il faut que les talents divers soient reconnus, que l'on puisse en parler, échanger, observer, apprendre. C'est l'un des objectifs du mois du handicap que nous organisons chaque année à Paris pour faire connaître l'extrême richesse des actions des associations et des mairies d'arrondissement qui ont pour objectif commun de prévenir, réduire et supprimer les situations de handicap. Je pense aussi à la représentation des personnes handicapées, et notamment des personnes malvoyantes, dans la fiction, dans les livres, dans les films, dans les séries télévisées,
elle est encore trop faible, elle est souvent trop caricaturale. Or, la représentativité est l'une des clés pour donner confiance à chacun, se sentir bien et ancré dans la société. Je voudrais aussi évoquer le cas des violences faites aux femmes handicapées. Une réalité terrible qui enferme de nombreuses femmes dans leur silence et dans l'impuissance. J'ai une pensée pour notre amie Maudy Piot, en l'honneur de laquelle nous avons inauguré un jardin dans le 14e arrondissement de Paris. Elle avait été parmi les premières à mettre en lumière ces drames grâce à son association Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Vous pouvez compter sur nous pour poursuivre son combat, notre combat, le combat qui est celui des associations. 70 ans après la panthéonisation de Louis Braille, il nous reste beaucoup à faire, beaucoup de chemin à parcourir. Tout souvent, encore, les personnes handicapées n'ont pas accès à des infrastructures ou à des logements accessibles, à l'éducation qui leur convient. Trop souvent, elles font face à l'exclusion et aux stéréotypes. Nous devons continuer à nous mobiliser pour nous donner à toutes et à tous les moyens d'être autonomes. Pour cela, nous avons besoin d'une volonté politique partagée. Vous pouvez compter sur la nôtre. Et je ne peux pas ne pas évoquer le sujet de la déconjugalisation de l'AAH qui aujourd'hui est indispensable. Ne pas le faire serait contraire à nos valeurs de liberté et d'émancipation chères à la France. Nous devons également investir pour que l'éducation des enfants handicapés ne soit plus un luxe et que tous les élèves, quel que soit leur éventuel handicap, puissent suivre leur scolarité à l'école de la République, le cas échéant, en étant accompagnés comme il se doit et comme ils le méritent. C'est pourquoi il est, selon nous, urgent de revaloriser les AESH et de pérenniser le statut de celles et ceux qui s'engagent auprès des enfants de la République qui en ont besoin. L'accessibilité de l'école, des équipements et de la pédagogie est la condition sine qua non de l'émancipation et de l'autodétermination de la jeunesse. Soyons aujourd'hui à la hauteur du combat de Louis Braille, inscrivons-nous dans sa trace pour changer la vie des personnes handicapées. C'est la société tout entière qui s'élèvera et je veux dire aux associations, au gouvernement qu'il pourra compter sur la ville de Paris pour mener ces combats à ses côtés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais saluer Monsieur Orsena, avoir un salut amical pour Thierry Lhermitte. Saluer également Monsieur le député, cher Gilles Legendre, qui a dû partir, Monsieur le Premier adjoint également, Mesdames et Messieurs les présidents des associations, Mesdames et Messieurs les directeurs. Simplement vous dire ici que je suis à la fois très heureux de représenter le Président de la République et honoré de célébrer à vos côtés le 70e anniversaire de l'entrée de Louis Braille au Panthéon. Le grand paradoxe finalement, c'est que peu de monde, y compris en France, savent que Louis Braille est au Panthéon. Il est parfois célèbre à l'étranger, peut-être parfois même plus que chez nous, alors même qu'on a le sentiment parfois que Louis Braille serait un vieux monsieur qui a inventé quelque chose il y a très longtemps. Or, aujourd'hui, Louis Braille serait l'équivalent d'un grand codeur, d'un génie de l'informatique, d'un geek. Et il me paraît aujourd'hui important de profiter de cet anniversaire pour réactualiser son image et rappeler à tous que nous célébrons tout simplement un authentique génie français. Un précurseur dont l'invention a changé la vie de centaines de milliers de personnes à travers le monde et à travers les âges. En effet, aujourd'hui, toutes les langues du monde sont transposables en braille. Louis Braille, c'est l'homme qui a su rendre lisible l'invisible en inventant un alphabet, une écriture et un langage universel à destination de tous ceux qui sont privés de la vue. Si l'écriture est un joyau intemporel dont personne ne peut revendiquer la paternité, le braille est un trésor national qui confère à son inventeur une postérité éternelle. Faute de pouvoir donner la vue, il a su donner le pouvoir de lire. Grâce au braille, la lecture n'est plus seulement l'apanage des yeux, elle est désormais à portée de doigt. Plus que quiconque en son temps, Louis Braille avait parfaitement compris les enjeux d'une société inclusive et universelle dans laquelle chacun doit pouvoir trouver sa place et bien sûr accéder à l'autonomie pleine et entière. Évidemment que la vie d'un jeune aveugle est transformée si, grâce au braille, il peut découvrir Balzac, Chateaubriand ou encore Victor Hugo. Mais imaginez aussi surtout
Comment la vie d'un jeune aveugle est facilitée si grâce au braille, il peut se former à un métier. Si grâce au braille, il peut écrire, envoyer des mails ou tout simplement communiquer avec le reste du monde. Si grâce au braille, il peut désormais prendre l'ascenseur ou bien peut-être un jour le métro grâce à des lignes vocalisées. Si grâce au braille, il peut tout simplement savoir quel est le quai de son train en le lisant sur les mains courantes des escaliers dans les gares. Toutes ces petites victoires sur la cécité qui rendent notre société plus inclusive et la vie quotidienne des personnes non-voyantes ou malvoyantes un peu plus simple sont, on le sait à chaque fois, de grandes avancées pour l'humanité tout entière. Mais vous le savez tous, le braille seul ne suffit pas. Si l'État, les collectivités locales, mais aussi les entreprises ne jouent pas le jeu en refusant, comme c'est parfois trop souvent le cas, de généraliser son usage et de retranscrire en braille toutes les informations utiles à leurs administrés, à leurs salariés ou à leurs clients. On le sait, vous le savez tous ici, l'enjeu est bien sûr immense. Je ne saurais poursuivre cet hommage sans remercier chaleureusement l'Institut national des jeunes aveugles, ni sans évoquer son rôle crucial dans l'œuvre même de Louis Braille. Des destins intimement liés que nous célébrons aujourd'hui. Sans l'Institut national des jeunes aveugles, jamais Louis Braille n'aurait pu s'épanouir. Tout ce que l'Institut national des jeunes aveugles lui a donné, Louis Braille l'a rendu à travers son engagement, son invention, mais aussi ses enseignements. Jusqu'à son dernier souffle, et ce malgré la maladie, il s'est employé à donner encore plus d'ampleur à son travail. Avec par exemple, en 1847, la première machine à écrire le braille. Le 6 janvier 1852, Louis Braille s'en va. À l'occasion du centenaire de sa mort, il y a de cela 70 ans, l'État français décide de sa panthéonisation. Merci à vous, ici présents, qui perpétuez à travers votre action son souvenir, mais aussi son esprit et son génie. Son œuvre, 2 siècles plus tard, doit bien sûr être une source d'inspiration pour nous toutes et pour nous tous. Elle doit d'abord nous inspirer quant à la participation des personnes en situation de handicap aux politiques qui les concernent. Il est en effet fondamental que les personnes en situation de handicap soient acteurs de leur propre vie et maîtres de leur destin. En tant que ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, je mettrai tout en œuvre pour que cet objectif soit une réalité partagée par tous. Son œuvre doit également nous inspirer sur la question fondamentale qui a été évoquée à plusieurs reprises de l'accessibilité numérique. Il y a bien sûr beaucoup d'évolutions numériques récentes qui sont de réelles opportunités pour les aveugles et déficients visuels et que nous devons à chaque fois, bien entendu, encourager. Mais nous devons dans le même temps être vigilants pour que les nouvelles technologies ne soient pas non plus des facteurs d'exclusion nouveaux. Ce serait d'ailleurs une erreur que d'abandonner le braille pour passer au tout audio alors que lire et écrire en braille est essentiel pour les aveugles. Les outils numériques et le braille doivent être complémentaires, doivent s'enrichir mutuellement. Il faut, je le crois, pouvoir laisser le choix à l'usager, par exemple lorsqu'il se rend à une exposition dans un musée ou dans un théâtre, de choisir l'audioguide ou de lire les cartes en braille. Enfin, son œuvre doit nous inspirer quant au modèle de société inclusive que nous appelons bien sûr tous de nos vœux. Une société qui donne à chacune et à chacun la possibilité de s'épanouir dans un environnement qui respecte, valorise et accompagne les différences. Oui, comme vous, je crois à l'éloge de nos différences. Au-delà de son invention, Louis Braille nous a aussi légué des valeurs et un idéal qui nous appartient de défendre. Et j'en veux pour preuve la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées qui cite très justement le braille comme moyen de communication et qui le considère comme essentiel dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la liberté d'expression et d'opinion, de l'accès à l'information ou encore de l'inclusion sociale de ceux qui l'utilisent. Louis Braille nous montre un chemin, il nous montre aussi une voie qui nous oblige et qui nous engage tous pour l'avenir, mais également pour le présent. 70 ans après sa mort, 70 ans après son entrée au Panthéon, l'héritage de Louis Braille est immense. Il restera pour toujours celui qui a offert à des personnes plongées dans l'obscurité une porte d'accès vers une part de lumière. C'est pour cela que nous lui devons tant et que nous lui sommes tous collectivement redevables, voyants comme non-voyants. C'est pour cela qu'il mérite toujours autant notre admiration, nos éloges
et la reconnaissance de la nation tout entière. C'est pour cela aussi que nous avons l'ardente obligation de continuer à faire vivre son héritage et poursuivre son combat pour une société toujours plus inclusive. Vous y contribuerez tous grandement et je souhaite une nouvelle fois ici saluer l'engagement qui est le vôtre, saluer l'engagement de l'ensemble des associations, institutions et structures qui se mobilisent au quotidien. Soyez assurés de mon engagement plein et entier à vos côtés, afin de faire du handicap une priorité de tous les instants. Ce combat, nous devons le mener tous ensemble. Et surtout ne jamais oublier que ce n'est pas le combat des personnes handicapées contre tous, mais que c'est le combat de tous en faveur des personnes en situation de handicap. Oui, nous devons tous avoir une part de Louis Braille en nous pour ne jamais oublier, toujours agir et ne jamais laisser personne sur le bord du chemin. Merci à vous. Donc la garde républicaine va interpréter les musiques qu'elle avait déjà interprétées il y a 70 ans, pendant qu'une délégation va suivre Monsieur le ministre dans la crypte pour déposer des gerbes sur la tombe de Louis Braille. Merci beaucoup. Et merci à vous tous, merci d'être venus. Et puis, les anniversaires, c'est bien, mais le quotidien, c'est encore mieux. Donc à bientôt à tous.